Levez la main si vous aimez gagner du temps. Si vous aimez économiser de la puissance de calcul. Je suis là aujourd'hui pour parler d'un outil qui s'appelle Enix. Je m'appelle François Kérizit, je suis développeur dans une entreprise qui s'appelle Key Consulting, qui est une ESN, entreprise de services numériques, qui est basée à Paris, mais on est à Nantes, on est à Caen, on est à Lyon, on est à Barcelone en Espagne et à Hanoï au Vietnam. En 2021, avec une entreprise canadienne qui s'appelle Ciné, qui est spécialisée dans le domaine maritime. Donc ils ont plein d'applications, protection des mammifères marins, suivi de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, suivi de la pêche, la logistique en mer pour le transport de conteneurs. Donc tous ces aspects du maritime, ils les ont déclinés sous forme de produits numériques qui techniquement étaient répartis dans différents dossiers Git, et on avait une douzaine d'applications, de prototypes en train de se transformer en produits, et autant de versions d'Angular, qui était le framework qu'on utilisait. Et notre souhait, c'était, d'un point de vue marketing, mais également technique, de pouvoir unifier tout ça et de rendre ça cohérent à travers donc un design system, partager des composants pour l'interface et que ça ait une allure cohérente, sans pour autant y passer trop de temps. Donc on avait besoin de pouvoir aller vite, casser des choses, partager du code entre différentes équipes. Donc on s'est mis en recherche d'une solution face à ce problème. On a exploré différentes pistes. Le fait de créer un package NPM, un package Node, et de le stocker sur une Artifactory comme JFrog ou notre GitLab. Donc ça voulait dire faire un build, faire des versions, éventuellement maintenir un changelog, faire des PR et s'assurer que tout ça puisse fonctionner. Ça nous semblait un peu lourd par rapport à la dimension de l'équipe et ce qu'on était en capacité de faire. On a évalué également un produit qui s'appelle Bit.dev qui permettait de faire ça, en fait, d'aller stocker une librairie de composants, de la versionner, pouvoir la récupérer dans nos produits. Et l'équipe chez Ciné est tombée sur Enix, qui était une solution qui semblait répondre à notre problème à travers le monorepo, c'est-à-dire rassembler toutes nos applications dans un seul dossier de versionning Git, et depuis ce dossier, créer nos applications. J'en parle maintenant parce que je ne souhaitais pas faire une pub pour ce produit. Il y a d'autres alternatives à Enix, comme par exemple TurboRepo, qui est maintenu par Vercel. C'est l'entreprise qui fait également Next. Du coup, petite définition d'un monorepo. C'est un dépôt unique pour héberger tout le code de multiples bibliothèques ou de services de composants pour les projets d'une entreprise. Et poussé à l'extrême, on peut regrouper tout le code d'une entreprise et héberger tout ça dans un référentiel. Pas sûr que ça puisse se faire partout, mais il y a des endroits où ils ont cette philosophie. Chez Google peut-être. Mais ça tombe bien, ça fait la transition. Du coup, cette entreprise Enix, qui s'appelait également Narwhal, NRWL, elle a été fondée par deux anciens de Google qui étaient dans les équipes Angular, Jeff Cross et Victor Safkin. Et je ne vous ai pas encore expliqué ce que faisait Enix, mais je vais vous expliquer pourquoi, après l'avoir adopté, on pouvait encore avoir confiance dans ce projet open source. Ils ont fait une levée de fonds de presque 9 millions de dollars en 2022. Donc ça met en confiance parce que ça indique que ce produit intéresse des personnes et que normalement ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. On peut espérer que ce projet open source va être pérennisé. Un autre indicateur de la confiance qu'on pouvait avoir dans ce produit, c'est qu'il y avait une autre solution de monorepo qui s'appelle Lorna, dont les équipes
n'étaient plus en capacité de le maintenir, et donc ils ont passé le relais à Enix, qui se sont chargés d'assurer la maintenance, mais également d'introduire leurs produits payants à l'intérieur pour avoir une plus-value forcément. Et donc, ce qui donne confiance également, c'est qu'ils ont un business model autour du cash distribué dont je vais parler par la suite. Cet outil Enix, il a également été mis en place chez notre client actuel, Natixis Interépargne, qui est une entreprise qui est un teneur de compte pour l'épargne salariale, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous indiquer quel est le montant sur votre plan épargne entreprise, plan épargne retraite. Ils font partie du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc il y a 3 projets sur lesquels on a pu mettre Enix. Une application web, le design system, et une autre application web destinée plus largement aux épargnants, dans laquelle on a vraiment cette notion de monorepo. On a une application web et une application mobile Ionic qui est déclinée en iOS et Android. Et bien maintenant qu'on a fait les présentations, on peut se lancer. Donc, on va créer un premier espace de travail. Si je suis capable de sortir de la présentation. Ils auraient pu la faire plus courte. Alors là, on lance la ligne de commande Enix et on va voir un petit formulaire interactif. Comment souhaitez-vous nommer votre workspace ? Nous, on va s'appeler Cancan. Ça me semble pas mal comme nom d'organisation. Et ensuite, on nous propose des frameworks front-end, React, Vue, Angular, Node. Je vais choisir Angular parce que c'est avec lui que je suis à l'aise au quotidien. Ensuite, est-ce qu'on prend un monorepo ou est-ce qu'on a juste une seule application dans notre projet ? Prendre le monorepo. My app, ça me semble parfait pour la situation. Ensuite, notre bundler, ESBuild, RSPack, Webpack. Là, on voit que, au fur et à mesure, on nous propose tout un tas de techno et potentiellement toutes leurs combinaisons. SCSS, est-ce qu'on a du server-side rendering ? Non, merci. Un framework de test, on a le choix entre Jest et Vitest. Je vais prendre Vitest. Test de bout en bout, end-to-end, Playwright ou Cypress. Allez, c'est parti pour Playwright. Et je vais choisir GitLab. Ce que j'ai trouvé intéressant quand on a commencé à utiliser cet outil, c'est que du coup en 2021, Angular était en train d'abandonner son outil de test end-to-end qui s'appelait Protractor. Et ils étaient également en train de s'écarter de leur librairie de test unitaire Karma. Grâce à Enix, on avait la possibilité de bénéficier de tout ce qu'ils avaient fait en termes de configuration et du coup qui n'était plus à notre charge. Ils allaient configurer pour nous les outils de test, ils allaient configurer pour nous les outils de build, même si Angular le faisait déjà pour certains de ses aspects, comme on avait envie de passer à autre chose, et on avait cette surcouche qui nous amenait ce confort de configuration. Alors je ne vais pas le laisser aller au bout parce que j'ai déjà fait ça de mon côté. Donc on va y aller directement. Il y a tout un aspect générateur de tests.
ça ne va pas nécessairement faire de la migration, mais en tout cas, on va pouvoir générer de nouveaux composants avec des tests à la nouvelle sauce. Du coup, notre projet est généré. On a une appli. Là, on était en ligne de commande. Enix a développé des plugins pour VS Code, pour IntelliJ, qu'ils ont appelé NX Console, avec le zoom qui est caché ici, et qui va nous permettre de retrouver toutes nos tâches, test, lint, build, test end-to-end. Et il va nous permettre également d'aller générer du code. Donc là, je vais lancer le test pour aller inspecter l'un des éléments, je trouve, les plus intéressants pour moi de cet outil. Donc là, on a un seul test, parce que en fait, notre application, elle fait rien, elle affiche juste un message de bienvenue. Et après, c'est à nous de faire tout le travail, mais on avait quand même un test qui a été très rapide à exécuter. On va refaire la même chose, relancer le test. Et là, il s'est passé un truc intéressant. C'était extrêmement rapide. Est-ce que vous voyez un petit mot-clé qui est apparu dans le message du terminal? Le cache. Donc, une bonne partie d'Enix est basée sur la gestion du cache pour les tâches. Donc, si rien n'a changé et que j'ai déjà exécuté ma tâche, eh ben, je vais afficher à l'utilisateur ce qu'il a pu voir auparavant. On va aller regarder ce qui se passe sous le capot. Donc, cette gestion du cache, elle se trouve dans le dossier .nx. Et en fait, ils vont venir stocker la sortie du terminal pour la recracher si leur calcul de hachage entre les différences entre est-ce qu'avec ce hash, est-ce que mon code a bougé ou non, et si rien n'a changé, alors désolé, avec le zoom on voit pas grand chose, alors je vais redonner la sortie du terminal que j'avais déjà eue auparavant. Donc ça, sur notre poste, ça va nous permettre de gagner du temps, mais cette notion de cache et de calcul de changement, on va également la retrouver dans l'outil d'intégration continue de NX, et on va pouvoir se partager ces informations entre le serveur distant, la CI et toutes les personnes qui interviennent sur le projet. Ça, c'était l'aspect cache. Il y a un autre aspect qui est intéressant dans NX, c'est le graphe de dépendance. Alors sur ce petit projet, ça va prêter à sourire. Il ne va pas se passer grand-chose. Pardon. Alors, peut-être pas capable de zoomer.
Là, ce qu'on voit, c'est que j'ai mon appli et un dossier qui est en lien avec lui, qui contient seulement les tests end-to-end. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un repository un peu plus fourni, qui va nous permettre de voir l'intérêt de ce graphe. Donc là, j'ai une appli basée sur Real World Example. C'est un contrat d'interface pour l'application d'Exemple qui s'appelle Conduit, qui est une sorte de blog, et qui a été décliné dans tout un tas de technos, aussi bien front-end que back-end, parfois assemblés les unes aux autres. Et donc là, c'est un exemple avec Angular et NX. Exemple qui ne veut pas s'afficher, parfait. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Ok. Alors désolé, j'arrive pas à zoomer dans le graphe, ça zoome. Essayez le petit bouton bleu à droite. C'est pour centrer. Ouais, merci. C'est pour centrer, mais ça va pas m'aider pour le zoom. Alors c'est peut-être pas super lisible, désolé. Ce qu'on voit, c'est que ici on a notre application principale qui s'appelle Conduit, qui est ce blog que j'ai évoqué. On voit qu'il a également ces tests end-to-end qui lui sont associés. Mais maintenant, le survolant, on peut voir quelles sont les features, les librairies, les bibliothèques qui lui sont associées. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'accueil, le profil utilisateur, l'authentification, mes articles de blog. Et que chaque feature, on peut lui trouver également ses dépendances. Donc quand on va faire un développement sur une des librairies, on va pouvoir avoir un œil sur les impacts que ça peut avoir dans notre projet, sur notre feature, sur notre application ou sur d'autres librairies. Parce que là, chaque dépendance, c'est une librairie dans Monorepo. Chaque dépendance est une librairie du monorepo, oui. Et comment elles sont déclarées, les dépendances? Ce sont des librairies Node. On va aller jeter un œil. Je vais dézoomer quand même parce que ça devient difficilement lisible. C'est lisible pour vous? Donc, par exemple, si on se met sur la feature des articles, cette notion de feature, c'est juste, on a mis un dossier dans lequel on a regroupé nos librairies. Là, ce qu'on voit, c'est que cette librairie autour des articles de blog, c'est une librairie Node. En fait, si je dis pas de bêtises, je crois que ça se base sur les imports. En fait, il est capable de créer le graphe en analysant tous les imports. Si tu as un import from talib, machin, il va, Enix, du coup, il fait les liens. En interne, il va sûrement faire les npm links quand, par exemple, on veut installer un package en local pour le tester plutôt que de le publier puis d'installer depuis notre
Mhm. avec une link, et du coup, après, en analysant le import from machin, bah, il se dit, ok, ce fichier-là, il est dans tel code source, et il importe un truc de tel code source, donc du coup, je vais créer une flèche d'un truc en autre. Je connais pas en détail les rouages de NX, mais j'imagine que ça se passe comme ça. Ok, ouais, du coup, ouais, voilà, librairie Node. Et je pense que je peux repasser sur la présentation. F11. Et non. Mode avion, bien joué. Presque, mais non, c'est pas ça. Du coup, je vous donne un petit aperçu de la création en partant d'une page blanche d'un espace de travail monorepo avec gestion de tâches pour NX. Si notre projet est déjà structuré en un monorepo, on a également la possibilité de l'ajouter pour bénéficier du cache en local, cette gestion de tâches, et également du cache distribué chez NX. Et on peut retrouver des guides de migration si on a une appli Angular, React ou autre. Les problèmes qu'on rencontre généralement avec des gros projets sont des builds lents, des dépendances entre les projets. Comme quand je l'évoquais tout à l'heure, dans cette équipe, on maintenait plusieurs applications qui étaient dans plusieurs projets, où on avait autant de versions du framework qu'on avait de produits. Du coup, on peut se retrouver à avoir des incohérences entre produits ou entre équipes. Donc, le fait d'avoir tout rassemblé, ça amène ce bénéfice d'avoir les dépendances à un seul endroit. Ça amène aussi la contrainte d'avoir la dépendance à un seul endroit et ça peut malheureusement se retourner contre nous. Une équipe aimerait voir évoluer le projet vers une autre version du framework, mais non, on est coincé parce qu'on a un impact sur une autre équipe. Donc voilà, ça peut demander quand même un peu de maturité de prendre en main ce genre d'outil. Voilà, du coup, problème qu'on peut rencontrer si on a de multiples projets, c'est le partage de code difficile, et puis également sur les monorepos, une intégration et un déploiement continu qui peuvent être complexes à configurer. Donc c'est là où NX propose du cache intelligent, de la gestion de dépendance et puis l'orchestration des tâches. Donc, ce que j'ai pu vous montrer, c'était le cache local sur notre machine. Si rien n'a changé, je redonne à l'utilisateur dans le terminal ce qu'il a pu voir pour son test, dans ses artefacts, ce qu'il a pu sortir pour son build, et on ne va jamais refaire 2 fois la même chose. On a eu un aperçu du graphe de dépendance, donc ça permet d'avoir une visualisation des dépendances entre les librairies au sein de notre projet et de comprendre l'impact d'un changement. Il y a une notion très intéressante dans NX, c'est affected. Donc ce petit mot-clé ajouté à notre commande va regarder quelle est la différence entre soit le commit sur lequel je suis en train de travailler et le précédent, le commit sur lequel je suis en train de travailler ou dans la CI, le dernier build qui a bien fonctionné. D'ailleurs, la définition de ce dernier build qui a bien fonctionné va être un peu dépendante de chaque plateforme, que ce soit GitHub, GitLab, CircleCI ou autre. Et donc, grâce au cache, on ne va pas faire 2 fois la même chose. Et grâce à ce mot-clé affected, la plupart du temps, en fait, on ne va même pas faire les actions. S'il n'y a pas eu de changement, pas d'impact sur certaines librairies, on ne va pas lancer les tests, le build, enfin, voilà, les tâches qui ne sont pas concernées par un changement ne sont pas lancées.
Là, j'ai repris un petit exemple de démonstration du cache intelligent. Donc, premier build en 45 secondes et un deuxième en 0,1 seconde parce qu'il a été sorti du cache. Affected, il fonctionne de cette manière. On reconstruit uniquement les objets qui ont été affectés par un changement et uniquement ces objets. Donc on peut voir une vraie réduction du temps des jobs en intégrant cet outil, en intégrant NX dans les projets. Désolé, je me répète un peu. Grâce au graphe, on a cette représentation visuelle au sein du projet. On peut détecter des dépendances circulaires, c'est-à-dire j'ai appelé une librairie dans une autre, puis j'appelle à nouveau la librairie. Et comme ça, on risque de tourner en rond, donc ça peut nous permettre d'avoir un œil là-dessus. Ça nous permet d'analyser les impacts quand on fait nos changements et d'avoir une vision sur l'architecture de notre projet. Donc ça nous amène une meilleure compréhension de notre projet, de notre code, et potentiellement des décisions de refactoring plus sûres. Là, j'ai listé à nouveau les commandes sur lesquelles on pouvait utiliser Affected. Ce qui est intéressant dans NX également, c'est la génération de code. Donc, on va pouvoir un peu standardiser entre les différents frameworks la génération d'un composant, la génération d'un service. Et y associer, par exemple pour un composant, les tests avec le scaffolding, c'est-à-dire avec le squelette de notre test déjà présent pour le framework de test qui a été choisi. Donc ça va nous amener à une structure de projet plus cohérente, également de meilleures pratiques, parce qu'on va tous créer nos objets TypeScript de la même manière. On a un temps de setup réduit également, et puis un alignement des pratiques des équipes. Ce qu'on a pu voir dans le projet, c'est qu'on avait cette structure entre application, librairie, donc qui permet d'avoir une séparation bien claire entre ce qui est de l'app, ce qui est de la librairie, ce qui est une feature, ce qui est accès à la donnée ou simple composant de présentation. Là, il y a quelques chiffres avancés par NX, donc potentiellement 70% plus rapide dans la CI, 10 fois plus rapide en développement local. Bon, ça c'est peut-être un doux rêve. Et 90% de taux de cache atteignable. En fait, tout ce qui va produire soit une sortie dans le terminal ou un artefact sous forme de fichier, tout ça, ça peut être mis sous forme de cache, et donc on peut exploiter l'outil de cette manière. Que ce soit une étape, un job qui existe, classique, test build, ou un autre type de procédé qu'on voudrait implémenter, on peut bénéficier d'NX pour aller étendre sa capacité. Par exemple, j'avais eu l'occasion de l'utiliser pour créer une image Docker. Ça c'est pareil, ça peut être l'occasion d'exploiter le cache. Je l'ai évoqué au début, NX, ils ont ce business model de proposer à leurs clients une intégration continue dans le cloud. Donc tout ce qu'on a pu faire comme calcul qui peut être mis dans le cache, on va pouvoir l'envoyer sur leur serveur où ils ont également une solution on-premise, donc ce serait leur produit mais sur nos propres serveurs. Et ce cache, s'il est créé sur les machines des développeurs des équipes ou sur la CI, il va pouvoir redescendre sur les machines et tout le monde pourra en profiter. Ensuite,
les tâches sont parallélisables et on peut les distribuer sur différents agents. Donc faire tourner tous nos tests ou builds sur 1, 2, 3, 4, 5 machines. Donc c'est encore une occasion de pouvoir gagner du temps. Il propose aussi une visualisation et une analyse des builds, détection de tests instables. Bien sûr, leur but, c'est d'avoir des clients et puis de gagner de l'argent, mais ils ont quand même une formule gratuite pour pouvoir essayer ce produit. Tout à l'heure, je l'ai évoqué à travers 2 entreprises. L'usage d'Enix peut être vraiment pertinent pour des entreprises dans lesquelles il y a plusieurs équipes, des entreprises dans lesquelles il y a l'usage des microservices, c'est-à-dire côté back-end, on a divisé notre grosse application en plus petits services résumés à quelques endpoints. Pour des produits multiplateformes, comme on le fait avec Natixis Interépargne, c'est-à-dire on a une application pour le web, pour le mobile, et on a du code en commun qu'on va pouvoir partager entre les deux. Donc on a ce monorepo. Enix, il va être également pertinent pour des design systems ou des librairies de composants, et puis des organisations cherchant la standardisation, c'est-à-dire tenter d'uniformiser les pratiques au sein de l'entreprise et à travers toutes les équipes. Donc là, quelques entreprises qui ont intégré Enix, Adobe, VMware, la Banque du Canada et d'autres. Donc, pour résumer les bonnes pratiques avec Enix, ça va nous permettre de définir des limites claires entre les applis, entre les libs, ce qu'on a le droit de faire, c'est-à-dire utiliser une lib ou pas dans une autre. On a cette possibilité de mettre des barrières. On va pouvoir utiliser les générateurs de code pour avoir de la cohérence, exploiter les commandes effectives dans la CI pour minimiser nos jobs et ne les lancer que sur ce qui a été modifié. Et on va pouvoir également taguer librairie pour mettre en place des règles architecturales et puis mettre des limites entre les features. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire des dépendances circulaires, mais bon, comme dans n'importe quel autre projet. Éviter d'ignorer l'analyse du graphe des dépendances et puis éviter de se passer du cache. Je pense qu'il y a un point sur lequel je n'ai pas insisté. Là, je vous ai montré beaucoup de choses dans l'univers front-end TypeScript, mais en fait, grâce à Enix eux-mêmes, parce qu'ils sont allés explorer d'autres langages, et à la communauté, on peut l'avoir pour Java, on peut l'avoir pour d'autres langages du back-end, donc ça ne se résume pas à l'univers TypeScript. Ils ont réussi à ouvrir cette gestion des tâches et la gestion du cache à d'autres langages et pas uniquement pour le front. Et je vous remercie, et notamment Alexis et Thomas qui animent le Cancan depuis des années. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Faut prendre le micro ou ouais. J'ai pas répété vos questions tout à l'heure, désolé. C'est moi qui ai le micro, c'est moi qui pose la première question. Vous avez des OS cohérents dans vos équipes de dev ? Enfin, vous êtes tous sous Windows, vous êtes tous sous... C'est une excellente question. Je vois un peu où tu veux en venir. La question sous-jacente, c'est est-ce que vous n'avez pas des problèmes de cache selon que votre cache soit sur dans le cloud un OS ou un autre, un Mac ou sous un Windows ou sous un Linux, parce que je sais qu'avec Turbo Repo, c'est un classique et c'est sacrée prise de tête. Alors j'ai fait la pub de NXCloud, mais je l'utilise pas au quotidien, donc je ne sais pas quels sont les impacts du cache distribué sur des équipes avec des OS disparates, mais je vois bien où tu veux en venir. J'ai déjà eu l'occasion de voir un test sur lequel on vérifiait un message venant de l'OS
qui était différent entre la machine du développeur et puis la CI. La machine du développeur étant sous Windows en français et la CI un Linux en anglais, il y avait ce genre de disparité et j'imagine que le cache il pourrait être impacté par ce genre de problème. Je crois que c'était même des problèmes de formatage de caractères, Mhm. parce que des cases De retour à la ligne. des trucs comme ça qui juste sauteraient des CI parce que le cache était cramé, quoi. Ouais. C'est Peut-être qu'ils gèrent très ça, juste, mais j'ai pas connaissance. J'ai pas connaissance de ça. Ok, merci. Du coup, moi j'ai une question sur les commits, parce que s'il y a un monorepo avec plusieurs libs, plusieurs applications, tout un tas de repos en fait finalement côte-côte, comment est-ce qu'on se discipline sur les branches, sur les noms des commits? Est-ce que chaque commit doit porter le nom de la lib auquel il touche? Comment vous vous débrouillez pour ça? Ou alors est-ce que j'ai rien compris? Si. Question très pertinente. Donc, autour de 2021-2022, il y avait un plugin qui s'appelle Semver qui permettait de créer des changelogs. Et c'était basé sur l'adoption de conventional commit, donc avec quelques mots-clés pour feature fit, entre parenthèses le scope. Donc ça pourra être ton application ou la feature ou une des librairies, et ensuite ton message de commit. Et c'était ça qui permettait de différencier les différentes applis en termes de changelog. Mais oui, du coup, dans un monorepo, tu vas bien tout mélanger, que ce soit web, mobile ou autre chose. Ils vont tous se retrouver dans le même historique. Et pardon, oui, ce que je voulais dire, il y avait cette lib Semver, mais il me semble qu'il y a la même notion qui a été directement intégrée dans NX pour générer des changelogs. Je vais rebondir sur ta question parce qu'en fait, il faut aussi voir l'avantage d'avoir tout dans un monorepo. C'est que si tu as une tâche, par exemple, qui touche à un composant dans ton design system, qui va être du coup dans ta lib UI, et que tu as du coup tes autres apps front et mobile, en temps normal, si tu avais 3 repos différents, tu fais 3 pull requests sur tes 3 repos, alors que là, tu pourras tout faire d'un coup en une pull request vu que c'est un monorepo. Donc, Il faut que tous les devs soient full stack. Là, entre autres, j'ai parlé juste d'un dev front, c'est-à-dire que le mec crée un composant dans sa lib design system et il l'intègre directement dans une page mobile et un écran web aussi. Et puis, tu vois, du coup, ça. Donc, avantage, inconvénient, tu partages le même historique Git, mais en même temps, ça t'allège un peu ton process sur les pull requests. Donc, c'est aussi bien avoir en tête ce genre de trade-off, c'est quand même cool. Et j'ai oublié ma question. Si quelqu'un veut reprendre le micro. Est-ce que Ludo, tu as envie de nous parler de ton expérience d'avoir mis NX dans un projet? Non, je pense que tu as dit pas mal de choses. Peut-être juste préciser, dans la doc de NX, la façon dont ils voient les choses, c'est de mettre 20% du code dans les apps et 80% du code dans les libs. Ça peut donner une petite idée de comment répartir son code. Ouais, j'avais gardé ça sous le coude. 80% du code doit être dans les libs, ouais. Si tu veux respecter les guidelines de NX. Du coup, ça c'est le repo Git donné en exemple par NX. Et ce qu'on peut voir, c'est que effectivement l'app, en fait, ils appellent ça shell, et c'est une coquille vide. Il y a rien dedans. Donc si on prend cette appli panier, on a juste un composant qui importe le routeur, et c'est tout en fait.
tout le reste se trouve dans les libs. Et peut-être juste pour ajouter un complément, après je donne le micro, il y a aussi une notion que tu n'as pas abordée, mais qui parle des libs qui sont soit buildable, enfin ou publishable ou non. Ça c'est assez fondamental dans NX, mais là je pense qu'on ne peut pas développer, mais si vous vous intéressez à NX, je pense que c'est intéressant d'aller voir, parce que quand on crée une nouvelle lib, il faut vraiment se poser la question de savoir si on la met publishable ou non. Ça a un gros impact, notamment aussi sur le cache. Sur beaucoup de choses, mais là je pense qu'on va pas pouvoir aborder tout ça. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. Du coup, on peut vraiment sortir des applis complètement packagées, mais on peut aussi sortir des librairies Node, par exemple, qu'on pourrait mettre sur un registry ou sur NPM package. Cool. Et sans trop en dire sur la façon que vous avez d'utiliser NX chez Natixis, dans ton expérience, en fait, c'est confortable à partir de, ou utile à partir de combien d'applis mises côte-côte, combien de libs vous mettez côte-côte, combien de personnes sont à bosser sur le même... Est-ce que tu as des ordres de grandeur comme ça pour dire ce qui est possible, ce qui est idéal, à partir de combien, mettons, d'applis ou de libs, ça vaut la peine de faire le saut? Okay. Moi, je fais déjà une réponse. En termes d'appli, je pense qu'à partir du moment où tu en as 2, ça te permettra de bénéficier de Affected, parce que par exemple, il y a des processus dans ton intégration continue où tu voudras faire que la construction de l'application web. Et donc tu pourras dire, ton job ce sera juste lance le build, et à partir du moment où tu as changé que des choses dans le côté du web, ce sera pris en compte. Le bénéfice, alors je pense que une application, on peut ressentir le bénéfice, mais c'est plutôt à partir de quel moment tu vas être capable de séparer ta code base en différentes bibliothèques, différentes librairies. C'est là que tu vas pouvoir ressentir le bénéfice. S'il n'y a pas ce découpage, il n'y aura pas de réel bénéfice. Tu veux ajouter quelque chose, Nico? Ouais. Alors en fait, là, on a vu la création, il a montré pour créer un monorepo, mais NX, tu peux aussi l'utiliser dans le CLI, là, quand tu crées, tu peux aussi créer une app en standalone. Et en fait, tu vas quand même profiter de tous les générateurs NX et de toute la configuration qui est parfois très pénible de JS, TMSLint et plein de trucs qui peuvent être directement faits pour toi. Et alors que si jamais tu voulais faire une app standalone mais sans NX, tu ferais à la main, même si ça se fait bien en vrai. J'ai réessayé il n'y a pas longtemps avec le CLI 19 d'Angular. On peut ajouter facilement tout ce que fait NX, c'est juste en faisant des ng-add, des luins, des slint, machin. Mais en tout cas, NX permet de faire quand même tout ça d'un coup. En une commande, tu as une app complètement configurée. C'est comme un peu Prettier, c'est opinionaté, mais on prend les bénéfices quand même de ne pas configurer à la main tous ces fameux fichiers JSON qui nous pourrissent la vie au quotidien. C'est quand même un JS en général qu'on vient automatiser. À la base, ouais, c'est JS, même si apparemment... Ils se sont ouverts sur d'autres choses. Non. Plutôt fait, à l'heure actuelle, plutôt utiliser Java avec Monorepo Maven, pas avec NX. Mais oui, c'est ouvert, j'aurais dû intégrer ça à la présentation, mais ils ont pas mal de techno et je n'ai pas internet. Ah oui, j'en suis sorti. J'ai une petite autre question. Oui. Il met quoi dans l'app end-to-end? Dans l'app end-to-end, en fait, c'est pas une app, c'est un dossier qui contient les tests end-to-end et qui va venir
chatouiller la véritable app. Je trouvais ça chelou qu'ils fassent une app dédiée pour du test end-to-end. Du coup, voilà, on voit juste le fichier de spec ici qui va venir tester le titre. Ce n'est pas une véritable appli, c'est un dossier qui est perçu comme une dépendance, et c'est pour ça qu'il apparaît dans le graphe. Du coup, je voulais juste donner un aperçu de ce qui est fait dans cette configuration de la CI pour GitLab. Donc on définit ici, avec des variables d'environnement, le commit et celui avec lequel on va venir le comparer. Donc là ici, il me semble que cette variable dans GitLab, c'est le dernier build en succès sur la branche. Et ensuite, on vient faire le lint ou... non, il n'y a que le lint ici. Okay. Le lint et puis ensuite test, build, ce qui vous intéresse. Et tu sais comment ça marche parce que là, il utilise le NX Cloud. Moi, j'ai jamais essayé le Cloud NX. Est-ce que tu peux vraiment utiliser du cache distribué du coup, même si par exemple tu utiliserais pas NX ou ce genre de truc, enfin NX Cloud, si ta CI préserve le dossier .nx, qui peut grossir de façon très significative d'ailleurs, tu peux éventuellement en bénéficier, mais je pense que c'est... Ouais, comme si c'était un utilisateur de l'équipe, la machine distante. Je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Tout seul c'est possible aussi, c'est en fait de check out la branche de target et en lui donnant la directive, on lui passe la target branche et il recalcule le chat. Donc on peut, ce que disait Ludo, c'est qu'on peut lui... Tu veux répéter? Je répète, avec le micro allumé, ça va être mieux. Ouais, ce qui est possible dans la CI, c'est de check out la branche de destination et en lui passant le paramètre de branche target, il va recalculer le chat. Dans le check-out de ta branche et lui indiquer la branche target, non? Ça va être là? Merci tout le monde. Check-out ta branche.